Deuxième jalon dans ma réflexion. Vous l'avez compris, les associations font partie d'une vision étendue de l'économie, mais est-ce que le non-marchand produit vraiment la valeur économique? Ne vit-il pas au crochet du marchand? C'est grâce à la richesse produite par le marchand que l'école peut payer ses professeurs. Petite, d'abord, définition du secteur non marchand. En fait, c'est assez simple. Pour définir le secteur non marchand, on a besoin de deux critères. Un, c'est évident, il faut que ces organisations vivent principalement de ressources non marchandes. Mais deuxième critère très important, les organisations du secteur non marchand sont à but non lucratif. Ainsi, une maison de repos du secteur commercial qui vit principalement de ressources non marchandes ne fait pas partie du secteur non marchand. Et donc le secteur non marchand, vous l'avez compris, a des acteurs privés et bien sûr le secteur public. Et l'école libre se trouve là. Pour faire le lien avec mon triangle, on se trouve là au-dessus du triangle, le secteur non marchand, ce sont les organisations d'intérêt général qui vivent principalement sur des ressources non marchandes. Et oui, mais je n'ai pas encore répondu à ma question là. D'où viennent ces ressources? Alors je vous propose un autre schéma assez simple, voire simpliste, qui est proposé avec beaucoup plus de détails dans un cours d'économie, et on vous dit la chose suivante. L'économie, c'est quoi? C'est un marché des produits, de biens et services, c'est un marché de facteurs où on vend du travail et du capital. Nous avons des ménages et puis nous avons des entreprises. Jusque-là, tout va bien. Vous avez en pointillé des flux financiers et en jaune des flux physiques, des flux de biens et services. Qu'est-ce qui se passe? Les ménages mettent à la disposition, vendent leur force de travail, investissent éventuellement dans des entreprises ou via le marché boursier, et donc met à la disposition des marchés, des facteurs aux entreprises qui, bien sûr, doivent les rémunérer en vue de cette mise à disposition. Et puis au-dessus du schéma, ben oui, les entreprises produisent des biens et services qu'elles vendent sur le marché, et donc les ménages vont payer pour obtenir ces biens et services. Ça, c'est le secteur marchand, très simplifié, j'en conviens. Ajoutons maintenant le secteur non marchand. Le secteur non marchand va produire des biens et services grâce à des subventions dont la source sont des contributions obligatoires, directes et indirectes, contributions que tout un chacun paye dans la salle, qu'il soit salarié du marchand ou du non-marchand. Bon, je pense ici qu'il y a beaucoup de salariés du non-marchand, et des entreprises marchandes, mais aussi des entreprises non marchandes. Grâce à ces subventions, l'État, l'administration publique et les ASBL vont mettre à la disposition des biens et services non marchands. Donc, quand vous regardez les flèches et les couleurs des flèches, bien sûr, la logique est un peu différente, mais vous voyez bien qu'il y a des flux financiers et de flux de biens et services. Alors, pour répondre à ma question, on se rend bien compte que les interactions entre le secteur marchand et non marchand sont nombreuses. D'abord, le non marchand est un client important des entreprises marchandes. Quand vous construisez des bâtiments pour vos écoles, vous faites appel à des entreprises des travaux publics. Nos salaires contribuent à la demande du secteur marchand. Le non marchand décharge le secteur marchand de coûts importants. En termes de formation, il est clair que la formation que nous offrons permet aux acteurs marchands de se décharger d'une partie des coûts. Mais plus encore, ces arguments-là sont bien connus. Mais plus encore, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant le non-marchand que le marchand produisent la valeur, mais suivant des logiques différentes. En fait, on considère, et je reprends la conclusion de mon collègue, que l'éducation est tellement importante qu'on ne peut pas laisser à l'allocation décentralisée du marché, mais que démocratiquement, on décide que tout un chacun va mettre une partie de son salaire ou une partie de son chiffre d'affaires pour les entreprises dans un pot commun
pour financer ces services d'intérêt général. Et donc, conceptuellement, je parle bien conceptuellement, on pourrait avoir qu'une économie non marchande, ce serait la catastrophe, on en a fait l'expérience. Comme conceptuellement, on peut penser une économie marchande, 100%, ce serait la catastrophe aussi. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que le financement du non-marchand ne repose pas sur une ponction du marchand. C'est une décision démocratique où on décide qu'une partie de nos revenus, en amont, est confiée à l'État pour déployer des services d'intérêt général. Qu'un professeur le matin soit professeur dans une école libre, l'après-midi donne quelques cours chez Berlitz et le soir aille dans une école de devoir comme bénévole, il produit de la valeur économique, certes, suivant des mécanismes financiers différents. En fait, c'est ce que Polanyi nous disait. Polanyi dit la chose suivante, le marché a toujours existé, comme d'autres logiques. Il parle de redistribution et de réciprocité. Mais il dit, avant le 19e siècle, l'économie était encastrée dans des structures sociales et politiques. Et au 19e siècle, et tout au long du 20e siècle, on a vu le déploiement du marché comme logique dominante. Il parle du passage d'une économie de marché à une société de marché. Et il dit la chose suivante, avec son regard d'historien, il n'est pas du tout contre le marché, mais il dit, regardez, quand on passe à une société de marché, la société réagit et elle va tenter de réencastrer certaines fonctions. Et donc les germes de l'État social, les germes de la sécurité sociale, on les voit déjà au XIXe siècle, ce sont d'ailleurs des acteurs de l'économie sociale. Et donc on peut comprendre que la construction de l'État social, et ça c'est Polanyi qui le dit, et du non-marchand, est une des manières de réencastrer l'économie. Et c'est pour ça qu'il parle de double mouvement. Le mouvement vers, certes, une prégnance de plus en plus importante du marché, et puis un contre-mouvement où la société se protège contre les limites du marché. Et c'est ce qu'il appelle la grande transformation écrite dans les années 50.